Le 18 mai 1945, les yeux écarquillés d'horreur, la femme se couvre la bouche en fixant le cadavre ensanglanté. Il n'est qu'une victime parmi d'autres de la marche de la mort de Namring, éparpillée dans le champ. Derrière elle, les troupes alliées observent en silence, ayant forcé les villageois allemands à être témoins des atrocités laissées par leur régime. Cela faisait partie de la dénazification, la vaste campagne menée par les Alliés de 1945 à 1952 pour débarrasser l'Allemagne du nazisme. Certaines méthodes étaient dures, d'autres extrêmes. Mais une question demeure. Comment l'Allemagne s'est-elle débarrassée des nazis aussi rapidement ? Après la reddition de l'Allemagne, suite à la mort d'Adolf Hitler dans le Führerbunker, une grande partie de l'Allemagne était en ruine. Les bombardements alliés et l'avancée implacable de l'armée rouge vers l'ouest avaient amené les pires combats jusqu'aux portes de l'Allemagne. La tête du serpent qu'était le gouvernement allemand et sa machine de guerre avaient disparu, et désormais les Alliés devaient partager la responsabilité de faire avancer l'Allemagne. Lors de la conférence de Yalta en 1945 entre Churchill, Roosevelt et Staline, un accord fut conclu pour que la responsabilité de la dénazification soit partagée entre leurs puissances. Selon la déclaration de Potsdam, ils ont déclaré leur intention, je cite, « Tous les membres du parti nazi qui ont été plus que de simples participants nominaux doivent être écartés des fonctions publiques ou semi-publiques, ainsi que des postes de responsabilité et des entreprises privées importantes. » Les Alliés ont appris de leurs erreurs après la Première Guerre mondiale. Les traités de Versailles et d'autres sanctions ont paralysé l'Allemagne en guise de punition pour ses actions. Les puissances centrales, la coalition dirigée par l'Empire allemand, ont été contraintes de payer 132 milliards de marks or en réparation, soit environ 600 milliards dans la monnaie d'aujourd'hui. Le pays était brisé, appauvri et humilié, ce qui constituait le cocktail même de désespoir, de ressentiment et de frustration qui a déroulé le tapis rouge pour l'ascension de Hitler et des nazis. Cela leur a permis d'exploiter le mécontentement du peuple, en jouant sur la nostalgie d'un passé idéalisé, le nationalisme extrême et la recherche de boucs émissaires parmi les minorités, en particulier le peuple juif. Pour empêcher l'histoire de se répéter, les Alliés savaient qu'ils devaient aller plus loin que simplement vaincre une armée. Ils devaient déraciner le nazisme. S'ils ne le faisaient pas, ils pourraient recommencer à se développer dès qu'on le laisserait sans surveillance. La première étape de ce processus consistait à diviser l'Allemagne en 4 zones occupées. Le nord-ouest de l'Allemagne était contrôlé par la Grande-Bretagne, le sud-ouest par la France, le sud-est par les États-Unis et le nord-est par l'Union soviétique. Et comme chacune de ces nations avait des perspectives très différentes sur les meilleures méthodes pour éradiquer le fléau nazi, tout en cherchant bien sûr à en tirer profit, l'Allemagne est devenue une sorte de laboratoire expérimental pour les méthodes de dénazification. Dans presque tous ces secteurs, la première étape a été une vague d'arrestations automatiques. Les nazis actifs occupant des postes de pouvoir, comme les policiers, les fonctionnaires et bien sûr les membres de la SS, ont été renvoyés de leur travail et envoyés dans des camps d'internement alliés sans procès. 400 000 Allemands ont fini par être envoyés dans ces camps pendant la période de 5 ans, entre 1945 et 1950, la grande majorité d'entre eux ayant été arrêtés par les soviétiques. Et c'est parce que les soviétiques, qui contrôlaient le nord-est de l'Allemagne, n'arrêtaient pas seulement les nazis, ils emprisonnaient aussi leurs autres opposants politiques dans la région, qui pourraient constituer un obstacle à l'influence soviétique future dans la zone. Les camps pour ces opposants politiques non nazis étaient appelés des camps spéciaux, parce que les soviétiques n'étaient pas vraiment doués pour les euphémismes. Comme deuxième mesure radicale prise par les puissances alliées, le parti nazi a été interdit. Toute personne surprise à défendre les idées du parti nazi serait condamnée à mort. Mais la dénazification de l'Allemagne ne se limitait pas à mettre les nazis les plus évidents dans des camps d'internement et à menacer la structure officielle du parti. Le parti d'Hitler avait été au pouvoir pendant 12 ans, et son idéologie ainsi que ses symboles s'étaient infiltrés dans la culture allemande depuis des années déjà. Et comme les nazis étaient totalement obsédés par l'image de marque, ils avaient disséminé leurs signes et symboles partout dans le pays. Donc, la première étape, et l'une des choses qui reste encore aujourd'hui un aspect de la loi allemande, a été d'interdire complètement l'utilisation de la croix gammée dans la vie publique. Mais ce n'était que le début. L'armée américaine a pris le contrôle des médias allemands. Soudainement, 37 journaux allemands et 6 stations de radio. Ils contrôlaient également 314 théâtres, 642 cinémas, 101 revues et 237 maisons d'édition. Et en plus de cela, près de 7400 libraires et imprimeurs étaient sous leur commandement.
Avec cette immense machine de propagande sous son contrôle, l'armée américaine voulait distribuer du matériel en faveur de la démocratie, en faveur des États-Unis et contre les nazis. Ils espéraient commencer à contrer les années de médias nazis qui avaient remodelé les esprits allemands. Ironiquement, pour achever leur vision de dénazification totale, l'armée américaine a utilisé certaines méthodes nazis. Ils ont dressé une liste de milliers de titres de livres jugés menaçants idéologiquement, propageant les idées nazies dans tout le pays. Ces livres ont été confisqués et détruits, d'une manière similaire aux autodafés nazis, une comparaison que même la direction militaire américaine a admis avoir un certain fondement. Cependant, à la décharge des États-Unis, les livres n'ont pas été brûlés publiquement, mais discrètement éliminés dans de grandes usines. Mais ce n'était pas fini. Les États-Unis craignaient qu'une commémoration de l'idéologie nazie ne ramène les vieilles habitudes. Ainsi, ils ont ordonné que tous les musées consacrés aux idées nazies ou aux soldats soient liquidés, et que leurs expositions soient soit confisquées, soit détruites. Il en allait de même pour toutes les œuvres d'art considérées comme glorifiant ou soutenant les idéaux nazis. Cela signifiait que de nombreux tableaux d'Adolf Hitler en chevalier teutonique se retrouveraient probablement dans des entrepôts militaires américains. Il y avait également de sévères restrictions imposées sur le type d'art que les gens pouvaient créer dans cette nouvelle Allemagne. Les forces alliées ont aussi entrepris une importante rénovation décorative. Les croix gammées étaient partout, gravées sur les bâtiments, apposées sur les documents officiels, suspendues à des drapeaux et des banderoles dans presque toutes les rues. C'était un travail compliqué de parcourir tout le pays, pour enlever les symboles et les drapeaux partout où ils les trouvaient. Tout cela dans le but d'effacer les traces physiques des nazis, qui avaient tant fait pour remodeler l'Allemagne à leur image, mais même cela paraissait insignifiant face à leur tâche suivante. Ils devaient effacer toute trace de soutien nazi dans l'esprit de la population allemande. Cela impliquait une opération de guerre psychologique extrêmement sophistiquée et souvent éprouvante contre le peuple allemand. Les Alliés voulaient créer un puissant sentiment de responsabilité collective et de culpabilité collective dans l'esprit du public allemand. L'idée était d'empêcher les Allemands ordinaires de se distancer émotionnellement ou moralement des crimes les plus horribles des nazis. Selon les mots de Sidney Bernstein, chef de la division de la guerre psychologique, l'intention était, je cite, de secouer et d'humilier les Allemands et de leur prouver, au-delà de tout doute possible, que ces crimes contre l'humanité avaient été commis et que le peuple allemand, et pas seulement les nazis et la SS, en portaient la responsabilité. Un des moyens utilisés était la distribution d'affiches et de brochures de propagande dans toute l'Allemagne par les forces américaines. Le plus célèbre d'entre eux était une affiche représentant les cadavres de victimes des camps de concentration, dominée par un grand titre qui disait « Diese Schandtaten, Ur Schuld », ce qui signifie en allemand « Ces atrocités, votre faute ». Une autre de ces actions a été rapportée dans une petite ville allemande par l'écrivain anglais James Stern, qui a déclaré « Une foule est rassemblée autour d'une série de photographies, qui bien qu'elles semblent au départ représenter des ordures, révèlent en réalité des corps humains morts. Chaque photographie porte un titre qui est coupable. Les pancartes sont remplacées par des photos nettes et des affiches proclamant « Cette ville est coupable, vous êtes coupable ». Cependant, les affiches illustrant les atrocités nazies demeuraient l'un des outils les plus mesurés employés par les États-Unis pour provoquer un sentiment de culpabilité collective. Pour les villes et villages, situés plus près des camps de concentration libérés, il arrivait que toute la communauté soit emmenée dans les camps et forcée de voir les corps des victimes de leur gouvernement. Dans certains cas, on leur donnait même des pelles, et on les obligeait à aider à déterrer les fosses communes, où ces personnes avaient été enterrées, sans aucune considération. Et pour ceux qui vivaient un peu plus loin, le gouvernement américain amenait parfois des camions remplis de cadavres en ville, pour des démonstrations publiques, montrant ainsi à la population la fin inévitable de ce genre de régime fasciste. Les soldats de la Wehrmacht et les civils étaient également obligés d'assister aux projections où l'on diffusait des images des atrocités des camps de concentration. Beaucoup de spectateurs fondaient en larmes sous le poids de cette terrible révélation. Nul ne pouvait ignorer les atrocités commises par les nazis. Toutes ces méthodes étaient essentielles pour éliminer rapidement les preuves visuelles du fléau nazi en Allemagne et retourner une grande partie de la population contre eux et leurs crimes. Mais qu'en est-il des véritables conséquences juridiques pour les personnes qui ont réellement contribué directement aux nazis et à leur machine du mal? Cela, il s'est avéré, était une toute autre affaire, extrêmement compliquée pour les forces alliées. Du 20 novembre 1945 au 1er octobre,
1946, le monde a vu l'histoire se dérouler lors des procès de Nuremberg. 24 des nazis les plus haut placés capturés par les Alliés, dont Karl Dönitz, Wilhelm Frick et Hermann Göring, ont été jugés pour leurs actes sous le régime nazi. Beaucoup ont été exécutés ou condamnés à de lourdes peines de prison. Mais l'appareil nazi ne se limitait pas seulement aux hommes occupant les plus hauts échelons. À la fin de la guerre, environ 8,5 millions d'Allemands, soit 10% de la population, étaient membres du parti nazi. Mais il y avait encore plus de personnes impliquées dans des groupes politiques proches des nazis. Par exemple, il y avait 32 millions de personnes dans le Front allemand du travail, 17 millions dans l'Entraide populaire nationale socialiste et même 2 millions dans la Ligue nationale socialiste des femmes. Au total, environ 45 millions de personnes faisant partie du parti et des groupes affiliés qui formèrent le gouvernement allemand. Il fallait créer une grille d'évaluation pour les Allemands de rang inférieur, enquêter pour leur complicité dans les crimes du parti nazi. Ainsi, à la fin des procès de Nuremberg, le Conseil de contrôle allié a annoncé la Directive 24, ou Loi 104, pour la libération du national-socialisme et du militarisme, qui définissait certains paramètres juridiques et conséquences appliquées à peu près de la même manière dans tous les secteurs. Cela a abouti à 5 catégories, où seraient classés ces millions de suspects de rang inférieur, chacune correspondant à un niveau de sévérité de la peine. Ceux qui n'avaient pas de lien significatif avec les nazis étaient qualifiés de personnes exonérées et libérées sans aucune punition. Les partisans et sympathisants nazis étaient amendés et surveillés pour éviter la récidive. Les délinquants moins graves étaient placés en probation pour une période maximale de 3 ans. Les activistes, militaristes et profiteurs risquaient jusqu'à 10 ans de prison. Les grands criminels pouvaient être condamnés à perpétuité, voire à la peine de mort. Mais qui gérerait tous ces systèmes ? Ce qui impliquerait des enquêtes sans fin, des questionnaires et des tribunaux. Surtout étant donné que les Alliés, avec leur propre pays et empires à gérer, ainsi que des tensions croissantes de la guerre froide qui allaient déchirer l'alliance de l'intérieur. La solution a été de confier le processus de dénazification au gouvernement allemand lui-même, un nouvel organe dirigeant provisoire composé de résistants allemands, de chefs syndicaux et de juges qui avaient été approuvés par les Alliés pour leur fiabilité. Ces tribunaux internes, appelés Spruchkammer, semblaient être une bonne idée en théorie, mais des problèmes sont rapidement survenus. Comme il était presque impossible de faire comparaître tout le monde physiquement devant un tribunal, les jugements étaient rendus sur la base de longs questionnaires appelés Fragebogen. Ils contenaient 130 et une question qui interrogèrent les candidats sur tout, de leur mode de vie à leur histoire politique, ainsi que des documents clés pouvant prouver la véracité de leurs déclarations. Mais nous parlons d'une ère prénumérique, où l'obtention de dossiers était ardue et le parjure-monnaie courante. La plupart du temps, les tribunaux se basaient sur des déclarations écrites des proches des accusés, qui les disculpèrent généralement. Ainsi, seuls 1,4% des personnes interrogées ont été condamnées en tant que grands délinquants, étant soit manifestement coupables, soit de trop mauvais menteurs pour passer entre les mailles du filet. La plupart, considérés comme de simples suiveurs, ont reçu une légère amende et ont été renvoyés sans conséquence. Il y avait même une blague noire disant que les certificats remis étaient du persil, un détergent populaire, parce qu'il blanchissait la réputation des personnes qui avaient commis des crimes vraiment odieux. Les méthodes utilisées lors des chasses d'impossibles à la dénazification différaient selon les régions. Dans la zone américaine, tout ancien nazi actif était révoqué de son poste gouvernemental. C'était une bonne chose en apparence, mais comme il était difficile d'intégrer le gouvernement sans montrer un certain enthousiasme pour le parti, la structure administrative du sud-est de l'Allemagne s'est retrouvée réduite à une ombre d'elle-même. Cela a rendu le processus dans ce secteur beaucoup plus lent que chez ses voisins. L'accent était également mis sur la promotion des vertus démocratiques. L'objectif était de rééduquer le peuple allemand, de le sortir de l'état d'esprit fasciste que des années de lavage de cerveau nazi avaient instauré. En même temps, les Alliés voulaient positionner la population contre la montée du communisme qui se répandait depuis l'Est. C'était évidemment plus facile à dire qu'à faire. La zone contrôlée par les Britanniques était moins axée sur l'épuration politique et se concentrait plutôt sur l'efficacité administrative allemande et la reconstruction de l'économie. Mais les ordres étaient parfois contradictoires et le processus était compliqué et lent. Habituez-vous à entendre cela. La zone française était moins rigide et se concentrait plus sur les intérêts nationaux de la France. Étant donné que la France avait connu de véritables horreurs pendant l'occupation nazie, elle voulait écarter les nazis de la fonction publique et des postes clés dans l'industrie, puisque les Américains s'occupèrent de l'épuration politique. Ils souhaitaient également le désarmement
et la désindustrialisation de l'Allemagne, pour empêcher la relance de la machine de guerre qui avait ravagé leur pays. Les soviétiques avaient un front plus organisé et uni dans leur secteur, mais cela était fait autant pour leur propre intérêt que pour l'Allemagne. Dans les secteurs occidentaux alliés, le gouvernement d'après-guerre était composé de personnes de tout le spectre politique, mais dans le secteur soviétique, le traitement préférentiel était accordé au Parti communiste d'Allemagne, ou Parti communiste d'Allemagne, qui deviendrait plus tard le Parti socialiste unifié. C'était le plan soviétique que l'Allemagne devienne un corridor communiste qui leur donnerait une plus grande influence sur l'Occident dans le vide de pouvoir laissé par les nazis. Ils avaient aussi hâte de reconstruire leur territoire, ravagé par l'invasion nazie ratée. Dans cet effort, ils ont exigé d'importantes réparations financières et prélevé des ressources de leur secteur en difficulté pour les ramener vers la mère patrie. À Berlin, la capitale co-gouvernée par les Alliés, il y eut plus de purges politiques. Quiconque voulait entrer en politique à Berlin devait réussir le test de dénazification imposé par la Kommandatura alliée, composé de membres des gouvernements britanniques, français, américains et soviétiques. Mais le spectre menaçant de la guerre froide serait la force qui, peu à peu, déformerait et détruirait les intentions pures de la dénazification. L'Est et l'Ouest se désintéressèrent de la réforme de l'Allemagne, cherchant plutôt à recruter le nouveau pays pour renforcer leur influence en Europe de l'Ouest. Et la meilleure façon de garantir la loyauté allemande était de changer de tactique, en acceptant plutôt qu'en punissant les nazis et les sympathisants nazis qui restaient encore. La plupart des nazis qui ont été condamnés pour leurs crimes lors du processus de dénazification étaient ceux qui n'étaient pas utiles aux forces alliées. Pendant la guerre froide, la paranoïa a creusé un fossé entre Américains et Soviétiques. Les deux camps ont alors décidé de dépouiller la carcasse nazie pour obtenir un avantage sur leurs ennemis. Du côté américain, il y avait l'opération Paperclip. Il s'agissait d'un effort clandestin visant à faire venir les meilleurs esprits du Reich pour aider dans leurs propres projets scientifiques, en particulier la recherche et le développement militaire, ainsi que les contributions à la course à l'espace. Werner von Braun, père de la fusée Fedus-Nazi, faisait partie des nombreux scientifiques à qui on a offert une place aux États-Unis et un casier judiciaire vierge. On lui a confié un rôle essentiel dans le voyage de l'Amérique vers la Lune. Et cela malgré des preuves substantielles que von Braun avait profité du travail forcé des camps de concentration dans ses recherches. Bientôt, les tribunaux sont devenus de plus en plus indulgents, même envers les plus flagrants des soi-disant petits nazis restés en Allemagne. Les Alliés ont également approuvé des mesures d'amnistie de plus en plus fréquemment, indiquant clairement à tous que le vent tournait concernant la dénazification. Et en février 1948, les Soviétiques ont été les premiers à annoncer officiellement qu'ils mettraient fin à leur procédure de dénazification. Les puissances occidentales ont rapidement suivi le mouvement. Après tout, ils ne voulaient pas que la Russie profite de cette nouvelle position plus souple sur le nazisme avant eux. Le gouvernement américain voyait le communisme comme une plus grande menace que le nazisme pour ses intérêts. Il a donc laissé la dénazification aux autorités allemandes, pressées de passer à autre chose. Et le 11 mai 1951, ils l'ont fait. La nouvelle République fédérale d'Allemagne a adopté la loi fédérale numéro 131. Cela a permis à toute personne licenciée comme suiveur ou délinquant mineur en 1945 de réintégrer la fonction publique. Et le 6 octobre 1952, les droits des personnes qui avaient auparavant été exclues de la vie publique, en raison de leurs affiliations avec le parti nazi ou la Wehrmacht, ont été officiellement rétablis. À partir de ce moment-là, il est devenu illégal de discriminer quelqu'un sur la base de ces facteurs. La République démocratique allemande ou Allemagne de l'Est, contrôlée par les soviétiques à l'est du mur de Berlin, considérait également ces nazis comme réhabilités. La République fédérale d'Allemagne, une démocratie, serait dirigée par son nouveau chancelier, Konrad Adenauer, qui s'opposait à la dénazification, craignant que cela ne retarde le réarmement face à son voisin communiste. L'Allemagne était dirigée par le Parti socialiste unifié, avec Wilhelm Pieck comme président. Tous voulaient avancer, pas reculer. En 7 ans, le monde avait vu naître, vivre et mourir la dénazification. Les croix gammées, la littérature nazie et le parti lui-même avaient disparu. Mais il n'y avait plus aucune base légale pour punir les personnes qui avaient fait partie de cette machine. De nombreux individus des arts, de l'industrie privée et des départements gouvernementaux ont échappé aux conséquences de leur affiliation nazie après la guerre, beaucoup retrouvant même leur poste grâce à la levée des restrictions les concernant. Mais comment l'Allemagne s'est-elle débarrassée des nazis aussi rapidement? La réponse est que ce n'est pas le cas. Même si Hitler et son cercle ont trouvé leur fin pendant la guerre ou à Nuremberg, et que de nombreux Allemands ont été bouleversés par ce qui avait été fait en leur nom, le problème ne s'est pas résolu pour autant.
Mais en raison des énormes contraintes administratives de la dénazification et des pressions de la guerre froide naissante, le travail a été bâclé. De nombreux monstres ont échappé à la justice pour refaire surface en Argentine, mais pas pour les raisons attendues. Découvrez la véritable raison pour laquelle les officiers nazis se sont enfuis en Argentine après la Seconde Guerre mondiale.